On se retrouve pour la suite de cette matinée Cogekom Google avec Rebecca et Xavier. Voilà. Et un formidable micro lançable, vous allez voir. Bonjour à tous. Re-bienvenue. Donc on est avec Xavier Muren, qui est notre expert produit côté Google AdWords. Côté AdWords, côté partenariat. J'ai eu quelques questions sur DoubleClick, etc. Donc, auquel tu as très bien répondu. Je peux essayer d'éclairer volontairement. Ne sois pas modeste, Xavier. J'ai un micro ici, il faut bien parler dedans comme ça. Et pour prendre vos questions sur les séances de ce matin. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas, je pense que c'est pas tous les jours qu'on est tous ensemble là. Il y a plein de problématiques, il y a plein de sujets. Donc l'idée, c'est plus aussi que vous puissiez échanger. Ah. Voilà, je veux bien des explications sur DoubleClick parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Voilà. Je vais juste vous donner mon niveau de connaissance puisque c'est quand même un produit qui est indépendant de Google puisque la vraie différenciant par rapport à Google AdWords, qui est notre produit que vous connaissez, j'imagine, vous en avez parlé, je pense, pas mal ce matin. Le différenciant, c'est que c'est un produit qui va permettre d'aller chercher du reach, donc chercher vos audiences, au-delà de l'univers Google. On va aller chercher sur d'autres plateformes, en fait, tout simplement. Donc ça peut vous... selon vos problématiques clients, selon les budgets que vous avez à investir, ça peut vous permettre d'aller un cran plus loin, entre guillemets, qu'AdWords. Donc dans la sphère DoubleClick, il va y avoir DoubleClick pour le search et DoubleClick DBM, donc qui va avoir qui va vous permettre plus d'aller chasser sur plusieurs territoires pour du branding. Donc voilà, ça fait partie de l'écosystème des solutions qu'on a et qui permettent de... comme je disais, simplement d'aller chercher un carrefour d'audience encore plus grand. Quelle était votre réflexion sur DoubleClick ? Ah, d'accord. D'accord. Alors, je me permets juste, Xavier, pardonne-moi d'intervenir sur DoubleClick. En fait, il y a, sous couvert de Xavier qui est spécialiste, il y a différents leviers. Effectivement, il y a le DoubleClick Manager, en fait, qui est ce qu'on appelle l'ad server, en fait, qui est l'outil qui permet de diffuser correctement la publicité, de servir en fait les publicités, qui est un outil que nous utilisons et qui permet en fait de suivre en fait l'interaction de vos internautes au-delà et en amont en fait d'Analytics. Analytics, c'est un outil qui va vous servir en fait dès lors que l'internaute est arrivé à l'intérieur même de votre site. On va voir éventuellement la provenance. Et DoubleClick est un outil d'ad serving qui va à la fois porter la publicité, donc c'est le logiciel sur lequel vous allez positionner vos publicités et sur lequel vous allez faire vos segments d'audience différents et sur lequel vous allez pouvoir dire si c'est du retargeting et que c'est un homme, je vais utiliser cette audience-là, je vais utiliser ce visuel-là, pardon. Et derrière, ça va avoir une deuxième impact, ça va nous permettre de tracer en fait l'internaute, de voir si l'internaute qui a converti a vu au préalable la publicité sans forcément avoir cliqué, voir en fait tout le panel d'interaction de l'internaute dès lors qu'on lui a servi du contenu publicitaire. Donc ça, c'est vraiment la partie DoubleClick. Et après, la partie DBM, DoubleBid, qui est qui est toujours chez Google. DoubleBid, en fait, c'est l'outil c'est le DSP, le Demand Side Platform. Alors, s'il y en a certains qui ont mal à la tête, je continue. Tant pis, je suis un warrior. Le DSP, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui permet de faire les achats publicitaires sur l'ensemble de l'écosystème publicitaire digital, notamment des bannières publicitaires. Donc, des DSP, vous en avez plusieurs. Effectivement, un des meilleurs, c'est effectivement DoubleBid. Et l'idée, c'est que vous allez ouvrir à la fois sur les displays des sites affiliés à Google, mais également sur d'autres sites comme les sites, je sais pas moi, de la Place Média, donc les TF1, les M6, tous les autres en fait, Zad Exchange, autres que Google. Donc ça va ouvrir un reach, donc un potentiel de portée encore de manière plus importante. Voilà, en gros, c'est les deux gros segments qu'on connaît. Et voilà. Ouais, exactement, je l'aurais pas mieux dit. Tu as vraiment mieux décrypté les éléments qu'il y a à l'intérieur de la suite. Je pense que si on devait résumer le message, c'est simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être intrinsèques à AdWords, où on peut répondre à beaucoup de choses. C'est vraiment l'outil. Je pense que vous avez eu pas mal d'éléments ce matin. Vous avez vu qu'il évolue sans cesse. On intègre de l'intelligence de plus en plus dans cet outil. Il répond très vite à des objectifs business. Mais si vous avez
des limitations, vous voulez encore plus loin, vous avez besoin de ces use cases-là, vous pouvez aussi vous poser la question d'utiliser des outils comme DoubleClick. Et vous pouvez appeler Cogecom qui utilise ces outils-là, donc pas de souci. Il y a les commerciaux qui sont pas là. Enfin, voilà. Il y a un produit pour chaque besoin. Personnellement, je vous inciterais à poser vraiment des questions à Xavier, qui est un extraordinaire spécialiste chez Google, que nous, on appelle de temps en temps quand on se creuse trop la tête. Donc si vous avez des questions, des études de Cavan ou des demandes très précises, je vous invite vraiment à lui poser des questions, parce que je sais que son temps est très précieux. Si vous voulez, après, je pense que je resterai avec vous pour circuler aussi dans les rangs, parce que j'imagine qu'il y a des problématiques, chacun a une problématique hyper précise. Mais si vous avez quelques interrogations, c'est toujours... On a une question. Bonjour. J'ai une question un tout petit peu technique, puisque quand on parle des Customer Match, on pense tout de suite à un média concurrent. Donc, sur les Customer Match... Les lookalikes, c'est ça, vous pensez voilà. aux lookalikes. Voilà. Ouais. À partir du moment où on fait du Customer Match, oui. Donc avec ces données, combien faut-il effectivement un minima de données pour qu'on puisse après effectivement les toucher directement au niveau de la pub, etc. Parce que sur d'autres systèmes, par exemple, c'est à partir de 1000, ainsi de suite. Et après, du coup, pour en créer après une lookalike, c'est-à-dire à partir de X données, effectivement, dire voilà, on arrive à faire une audience similaire à partir d'un ensemble le plus petit possible et à la fois significatif. Ouais. Alors c'est une bonne question. Effectivement, c'est assez poussé dans l'analyse. Donc, comme vous avez parlé ce matin d'audience, donc il y a une des solutions qui est Customer Match, qui permet donc d'intégrer de la donnée externe first party, donc que vous possédez et que vous avez récupéré de façon légalement, tout à fait légale, etc. Interdit d'aller récupérer de la donnée et de l'injecter si on n'en a pas les droits. Donc cette donnée-là, vous allez l'injecter dans la plateforme. Comme toutes les listes d'audience, toutes les sources d'audience dans AdWords, on va jamais vous laisser, par exemple, mettre une seule adresse email pour cibler Rebecca demain matin, pour lui parler en one-to-one, interdit bien sûr. Et donc il y a plusieurs limites. Sur le search, pour pouvoir diffuser une liste d'audience et en même temps préserver l'anonymat, c'est 1000 personnes minimum. Sur le display, c'est 100 personnes. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a un taux de matching. C'est-à-dire que quand vous nous donnez on va dire une liste de 5000 emails, on n'est pas capable toujours à 100% d'identifier vous avez vu, on a besoin de l'email, mais on peut aussi maintenant utiliser des sources, des éléments comme le numéro de téléphone, etc. Et donc, par rapport à toutes les données qu'on a, nous, on a un taux de matching qui peut vraiment varier, mais qui est très compétitif. Je pense que pour être assez serein, vous pouvez vous dire que vous partez sur un taux de matching, on va dire, worst, au pire, de 50%. Donc, si vous nous fournissez finalement une base de moins 2000, 3000 adresses email, vous êtes en mesure à la fois de diffuser un message personnalisé, tant au niveau de l'audience, sur certains types d'appareils comme vous voulez, sur le search et sur le display. Donc voilà un peu pour vous donner un cran. Après, en termes d'audience similaire, là ça va être un peu plus compliqué. Ces bases d'audience, à partir du moment où vous les avez rentrées dans le système, notre algorithme, lui, va regarder s'il peut créer des rapprochements pour vous proposer des bases d'audience similaires. Là, on ne communique pas un numéro, un nombre d'utilisateurs et une durée définie. En fait, c'est un petit peu... plus vous donnez de données dans vos listes d'audience, plus vous avez de chances qu'on puisse faire un rapprochement et vous fournir des bases d'audience similaires. Et en effet, ça, c'est l'étape d'après. Dès que vous avez des audiences similaires, vous allez pouvoir les utiliser pour faire potentiellement de l'acquisition, pour faire plein de choses. Donc il va falloir parfois être un peu plus patient. Mais plus vous avez de données dans vos bases, donc c'est pour ça aussi qu'on vous aide à les enrichir. C'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'avoir une vision parfois pas trop court-termiste, mais un peu plus grande. Plus vous avez de données, plus vous avez de potentiel qu'on vous remonte des listes d'audience similaires. Alors, tout à fait. Enfin, je me permets de... Vas-y, rajoute. Court-termiste, ça reste quand même important. Nous, on a tendance à faire le parallèle avec tout ce qui est segment justement de similar audience, avec la notion des sondages, en fait. Donc, un sondage, pour que ce soit représentatif, il faut qu'il y ait du volume, mais il faut aussi que la donnée elle soit fraîche.
Si la donnée elle est très ancienne, en fait, effectivement, on aura du mal à modéliser, surtout si votre modèle économique il est en pleine mouvance. Effectivement, nous chez Cogeco, on peut pas prendre notre base de données d'il y a un an parce que la base de données d'il y a un an, c'est pas la base de données d'aujourd'hui. Donc on aura du mal à faire de la similarité sur des bases d'audience qui correspondent pas. Et donc effectivement, si vous prenez l'exemple du sondage politique, si vous demandez il y a 2 ans pour qui ils allaient voter, pour un an pour qui ils allaient voter, la réponse de l'élu, elle a quand même un petit peu fluctué. On s'attendait pas forcément à certaines personnes à certains postes de l'État. Et ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous modélisez sur une base qui n'est pas la bonne, en fait, vous risquez d'avoir un mauvais modèle et donc de faire de la similarité sur des audiences qui ne sont pas forcément toujours efficaces. Mais c'est le volume qui est important aussi. Tout à fait. Juste une dernière question. Pour cette lookalike, a priori, puisqu'il y a un concurrent qui met à peu près 24 heures pour la faire, sur Google, vous mettez combien de temps à partir d'une audience établie à peu près? Je ne crois pas qu'on communique une donnée rapide. Non, c'est pour avoir une idée, quoi. C'est-à-dire si on vous donne une audience en disant effectivement on veut faire une lookalike, c'est quelque chose sur lequel il faut attendre 12 heures ou 24 heures, ou c'est quelque chose qui est quasi instantané? Tu dirais quoi? C'est quasiment immédiat en fait. Ah oui, On est encore plus rapide. Non, c'est plus rapide. Et pardonnez-moi, juste pour rebondir sur votre question, j'aime bien lier les deux questions, en tout cas ça m'intéresse. Sur double-clic et la notion de données personnelles, en fait, comme quoi on pense toujours que Google espionne, etc. Effectivement, sur la donnée personnelle, c'est très important pour Google, et notamment sur le double-clic, c'est un des seuls ad serveurs par rapport à d'autres qui existent sur le marché qui bloque vraiment cette notion d'arriver à remonter les informations par personne. Je m'explique. Si demain vous mettez de la first party chez Google ou sur d'autres réseaux et sur Facebook en particulier, double-clic ne pourra pas vous remonter des données sur les personnes en tant que telles. Alors d'autres ad serveurs sont un peu moins compliantes là-dessus, et je me permets juste de préciser, c'est effectivement, je me retourne vers Pauline qui est notre responsable technique, mais sur toute la thématique justement DCM, on a vraiment une vision très très précise de la notion de la personne, et on ne remonte pas des données, toutes ces données sont effectivement anonymisées. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais ça me semble important de le préciser. Merci. On a encore un peu de temps pour des questions avant les témoignages, s'il y a encore des questions. Il y en a une ici. Vous avez une question, madame? Non? Est-ce que du coup vous avez retenu Est-ce que vous repartez du moins avec des idées justement pour faire progresser vos stratégies d'audience, pour aller plus loin par rapport à toutes les nouveautés qui ont pu être présentées, par rapport à tout ce que vous ne connaissiez pas? Est-ce que c'est des choses qui résonnent pour vous dans le cadre de Google AdWords, ou même plus, parce qu'on peut aller plus loin que ça? Alors moi j'ai peut-être une question. Alors je devrais peut-être pas le faire parce que pour le coup normalement je suis ultra spécialiste, mais quand même on va essayer d'aller plus loin. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'assistant vocal pour le coup. Aujourd'hui, quelles sont les solutions publicitaires qui sont d'ores et déjà envisagées sur l'assistant vocal, ou est-ce que on reste encore à inventer quelque chose de nouveau sur ce sujet-là? Alors là, tu me mets en situation. Il va me détester. En situation compliquée. Non, je pense que là-dessus, on n'a pas encore communiqué sur ce point, mais par rapport à ce qu'il y a derrière l'assistant vocal, c'est le côté conversationnel, c'est le côté personnalisation, c'est le côté de s'adresser, d'avoir une vraie conversation avec Google, et bien sûr qu'il y aura possibilité pour vous de participer à cette conversation. Est-ce que ça va être dans la plateforme Google? Est-ce que ça va être une campagne assistant? Ça, je ne sais pas comment ça se modélisera. Je sais pas. Je peux pas vous donner une date exacte, mais on a bien sûr envie de faire participer les gens à cette conversation-là. Je pense qu'un des premiers éléments qui démontre aussi qu'on commence à travailler sur ces sujets conversationnels, pour tous ceux qui utilisent des téléphones Android, je ne sais pas si vous connaissez l'application, la partie Google Now qui vous donne justement des articles recommandés pour vous. On est en train déjà de tester, donc ça préfigure aux États-Unis ce qui arrive souvent en Europe, mais on est en train de tester justement aussi de donner l'accès à des annonceurs à ces flux-là. Donc
Je pense que ça, c'est assez précurseur de ce qui nous attend, c'est-à-dire peut-être encore moins, surtout sur un écran de mobile qui est de plus en plus petit, encore moins d'opportunités de discuter, parce qu'on ne veut pas gêner notre client, mais encore plus de potentiel de lui montrer la bonne chose au bon moment. Je pense que c'est l'idée de l'intelligence artificielle. Hein, et l'idée de Google au départ, c'est... ça fait presque peur, mais bon, de savoir en fait ce que vous allez demander avant que vous ne le demandiez, de comprendre une requête, enfin de comprendre tout le contexte, etc. Autour de la requête et de donner la bonne réponse. Et c'est ce qui nous permet avec Google Now de pousser de l'information au lieu d'attendre une requête pour pouvoir transmettre des informations qui sont pertinentes. Exactement. Et pour un petit point technique aussi, pour compléter, aujourd'hui Google a sorti un produit, une solution qui s'appelle l'AMP, l'Accelerated Mobile Page, dont l'objectif en fait c'est de rendre cette fameuse vitesse, hein, vous vous souvenez de l'impatience de l'internaute, faire en sorte que votre site en fait soit dupliqué chez Google et faire en sorte que très vite vous puissiez avoir l'information le plus vite possible. Effectivement, nous c'est des sujets sur lesquels on travaille, notamment sur tout ce qui est Kojebox, etc., où on veut toutes les passer en AMP. Donc c'est souvent des pages où vous verrez un petit éclair en fait, et ce petit éclair veut dire que c'est un AMP, alors sous couvert du spécialiste Xavier, mais en gros quand on clique dessus, vous avez tout de suite, vous arrivez immédiatement, vous n'avez même pas à attendre, donc le temps de chargement en fait il est immédiat et c'est accessible maintenant quasiment pour tous les sites en fait. Ce qui est très important pour Google parce qu'à partir de juillet 2018, la vitesse des pages mobiles va être prise en compte dans le ranking. Je pense que ça, si la partie site, hein, sur la partie site, vous n'aviez pas en tête que des facteurs comme le UX, donc l'expérience utilisateur sur le site, mais aussi la vitesse, vont impacter tout le reste de votre campagne, c'est important de repartir avec ça. AMP, oui, c'est un format qui marche vraiment bien. On voit, les taux de conversion pour tous nos clients ont un super impact. Et surtout, c'est aussi de donner les moyens au marché, en vous donnant ces formats-là, avec justement vos partenaires, aller améliorer vos sites à vous, au lieu justement d'exister à travers des plateformes. C'est vraiment d'avoir vos propres assets et de les nourrir, d'apporter justement du trafic qui est qualifié, et après d'avoir des conversations avec ces clients que vous avez amenés dans votre univers. Donc je pense que c'est aussi ça, l'écosystème Google, hein, c'est de vous donner des outils pour accomplir vos objectifs business. Et pour ça, le site, c'est quand même le pilier. Donc, on parle beaucoup de ramener de l'audience, la bonne audience, mais il faut que votre site soit là pour répondre à l'appel, clairement. Sur une question. À nouveau, une question technique. Pourquoi pas ? Ça peut être dangereux. Non. Voilà. Pardon. Oui, une question, c'est par rapport à ce que vous avez l'air d'appeler AMP, là. En gros, ça correspond presque à du load balancing, quoi. C'est-à-dire, c'est pour un site qui n'aurait pas les moyens de diffuser suffisamment, vous vous substituez, vous permettez, ou c'est une forme de pub à nouveau Non. Je sais pas. Le load balancing, c'est l'adaptation de votre serveur en fait à la vitesse de connexion, enfin aux requêtes qui sont multipliées sur le serveur pour que derrière, voilà. L'AMP, c'est plutôt une duplication en fait de votre site internet chez Google, c'est-à-dire que vous resterez toujours sur un google.fr quand vous aurez cliqué sur l'annonce, donc google.fr/ et puis il y aura des données qui vous concerneront. Et en fait, c'est pas tant lié. Alors effectivement, au fond du fond, les deux sont là pour réduire les temps de chargement en fait dans l'absolu, mais là c'est pour encore passer une étape au-dessus, c'est-à-dire pour faire en sorte que vous restiez en fait sur le même site. Donc effectivement, quand vous restez sur le même site, le fait que vous n'ayez pas besoin de sortir fait que ça réduit drastiquement, même avec les meilleurs serveurs du monde, vous n'arriverez jamais à faire aussi rapide que ce que propose l'AMP, puisque de fait votre site est dupliqué chez Google. Donc en fait, quand il y a un clic de chez Google, effectivement, vous avez tout de suite l'information qui vous est délivrée. Donc c'est complémentaire à du load balancing. Le load balancing, c'est plutôt vraiment sur la notion des serveurs à proprement dit, et l'AMP, c'est accessible en fait pour tous ceux qui ont une volonté comment dirais-je, de gagner en termes de temps de chargement. Mais attention, si votre site en lui-même il n'est pas mobile, en fait, si le contenu, si lui-même n'est pas mobile, l'AMP vous résoudra pas votre problématique de mobile. Il chargera juste plus vite. Mais si le formulaire est dur à trouver, si les caractères sont en petit, si votre site n'est pas mobile first, l'AMP résoudra pas forcément le problème en tant que tel, quoi. Et du coup, est-ce que ça marche sur de l'e-commerce ?
Parce que si on arrive sur une page produit qui va plus vite, donc effectivement qui s'affiche en 1 seconde, exactement. Et à un moment donné, quand l'internaute a la possibilité d'acheter, là, il y a un moment donné, on est obligé de rebasculer sur la véritable plateforme. Je ne suis pas dev, mais on ira peut-être plus loin. Mais en tout cas, sur ce qui est de l'AMP, pendant très longtemps, elle était dédiée effectivement aux éditeurs en priorité. Et ensuite, elle était dédiée à des marques, etc. En réalité, aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. Et on ne pouvait pas mettre de JavaScript. Alors, je suis désolé, je finis juste là-dessus. Mais on ne pouvait pas mettre de JavaScript, notamment sur les AMP. Aujourd'hui, on peut en mettre. Donc, il y a une évolution de Google pour rendre l'AMP de plus en plus disponible. Et on va aller dans ce sens-là. Voilà. Mais on pourra vous répondre de manière plus précise sur la partie e-commerce, mais je suis quasi certain qu'on peut le faire sur du e-commerce, puisqu'on peut le faire dès lors qu'il y a du JS. Et voilà. Mais même, je pense qu'au-delà du format MP en tant que tel, pour tous ceux qui ont un site et qui cherchent justement des billes concrètes sans pour autant être ultra techniques, mais qui ont besoin de relayer à des équipes techniques justement ce qu'il faut changer concrètement sur un site. Je pense que ça a été présenté, mais on a des ressources justement sur le M-Site Speed que vous pouvez consulter gratuitement, qui va scanner votre site et va vous donner justement des conseils sur... très souvent, ce on se rend compte, c'est que sur le marché, l'erreur la plus commune, c'est qu'on a en tête un objectif business qui est par exemple une action à court terme, marketing. Ça peut être les soldes, ça peut être ce que vous voulez. Donc on a une super envie de vraiment mettre en avant notre discours, mettre en avant des produits. Et donc on va commettre des erreurs qui peuvent être basiques, mais qui peuvent dire je vais mettre en place un carrousel produit, je vais mettre en place telle nouvelle photo, sans penser à la compression de ces images. Et donc la compression de l'image, ça peut paraître niette, mais c'est l'erreur la plus commune sur le temps de chargement des sites au niveau global pour Google. Donc si tout le monde avait conscience, au moment où il met en place toute une stratégie d'action commerciale et d'acquisition de trafic à un pic, et qui prend bien en compte ce facteur-là, ils auraient beaucoup moins de déconvenus, beaucoup moins des taux de conversion, dans certains cas bien meilleurs, juste en changeant ce petit paramètre-là. Moi, je vous invite à aller vraiment sur Test My Site, qui va vous permettre de scanner effectivement votre site et vous donner les recommandations essentielles. Et deuxième sujet, ça va vous permettre aussi de vous mettre sur un élément concurrentiel, c'est-à-dire qu'on va l'outil permet de voir dans votre secteur d'activité, que ce soit je sais pas, le luxe, la santé, le médical ou d'autres, ça va permettre de voir en fait où vous vous positionnez par rapport à vos concurrents. Donc voilà, c'est des petits éléments, c'est un outil qui est gratuit, Test My Site with Google, et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a une question par là-bas. Il y en a encore une. Il y en a une là-bas peut-être. Et je rajouterais en parallèle pour tous ceux qui cherchent justement à améliorer cette expérience sur leur site. Si vous utilisez Google Analytics, un outil qui est assez souvent méconnu mais qui est intéressant, c'est le benchmarking. Vous pouvez récupérer des rapports qui vous permettent justement de comprendre où vous vous situez en termes de taux de rebond, enfin, pas mal de choses sur lesquelles on nous demande très souvent, alors Google, est-ce que tu peux nous renseigner, nous dire est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon. Là où vous êtes au moins comparé à tous les autres acteurs qui vous ressemblent et qui ont choisi de participer au benchmarking, bien sûr de façon anonymisée. Donc ça vous un audit aussi de ces rapports de benchmarking dans Google Analytics peut vous aider à trouver des bonnes idées pour essayer de pousser l'expérience sur votre site dans la bonne direction. Juste après alors. Oui, bonjour. Bonjour. Je veux revenir sur Google Home, sans parler de format publicitaire. On sait que Monoprix a lancé développement de contenu avec liste de courses et Sephora avec des tutoriels maquillage. Est-ce que vous avez des retours expérience de ces annonceurs sur si ça leur a permis d'aller toucher de nouveaux consommateurs, ou est-ce que vous avez un retour de ces marques-là? Est-ce que vous pouvez en parler ou pas du tout? C'est tout nouveau, hein, le Google Home. Je pense que tout le monde en a entendu parler. On a eu une énorme campagne en France puisque c'est l'assistant intelligent qui est le premier à parler français en fait. Avant donc les concurrents Alexa, HomePod, etc. Il y a eu pas mal donc aussi chez nous des équipes de partenariat qui travaillent justement plutôt en mode pilote. Donc je ne pense pas qu'on ait encore de retour d'expérience et ils n'ont pas encore été communiqués, mais je pense que l'idée c'est simplement de commencer à intégrer à ces discussions-là de plus en plus d'acteurs pour aider justement l'assistant et aider à améliorer l'expérience utilisateur, parce que fondamentalement nous ce qu'on cherche à faire
c'est toujours une expérience utilisateur optimale. Donc, on s'est bien sûr tourné vers différents types de partenaires. Je ne sais pas quelle a été la sélection qui a été faite, mais dans différents univers pour que tout le monde puisse trouver des réponses et tester certaines choses. Donc, il y a eu des exemples de l'univers du maquillage, mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'autres choses dans le entertainment, etc. Et on a hâte de voir justement aussi comment ça va se développer. Même si moi je représente un petit peu les connaissances, les compétences Google AdWords, il faut bien voir qu'il y a des ponts qui existent entre toutes nos solutions. Il faut bien voir que souvent, moi je vous parle vraiment avec la casquette aujourd'hui tout Google bien sûr, parce que Google AdWords c'est plus l'outil qui vous aide à communiquer sur toutes ces plateformes. Mais quand on parle de Google AdWords, on parle en fait de YouTube, on parle de Gmail, on parle du search, on parle de tout l'univers du display. Donc c'est tout à fait raison d'ouvrir aussi à ces sujets-là. On va prendre une dernière question, monsieur. Oui, j'en ai deux en fait. Allez-y. La première, c'est pour rebondir sur les AMP. Il y a aussi le format PWA qui est plutôt émergent. Pardon, le format PWA pour Progressive Web Apps. Les Progressive Web Apps, exactement. Qui est émergent. Donc, et je voulais savoir si Google proposait ou allait proposer bientôt des outils pour développer ces sortes d'applications hybrides qui sont hébergées directement sur les sites. En fait, puisqu'à l'heure actuelle, je ne crois pas que vous ayez quoi que ce soit sur en externe un produit Google ou un outil Google comme pour AMP par exemple qui permettrait de programmer des pages sur ce format en tablant sur les deux AMP et PWA idéalement. Alors moi j'ai en tête justement des cas d'études clients qui ont déjà développé ce format-là. Est-ce qu'ils l'ont fait avec notre aide ou est-ce qu'ils l'ont fait en grande partie C'est un peu la eux-mêmes question qu'il y a derrière. Est-ce que vous leur avez fourni des outils ou est-ce qu'ils sont débrouillés en self avec leurs développeurs? Pour moi, on est toujours sur de la technologie ouverte. Donc je suis certain, quasi certain que si demain vous voulez démarrer un développement PWA, on fournit des ressources pour le faire. Bien sûr, c'est un chantier qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Et bien sûr que si vous êtes accompagné sur ces sujets par un partenaire, si vous êtes accompagné par quelqu'un de chez Google, ça peut être bénéfique. Mais moi, je partirais du principe que si c'est quelque chose que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez avancer, il y a des outils disponibles de façon externe. D'accord, je vous remercie. Et la deuxième question, ça concerne le RGPD. Je voulais savoir si à l'heure actuelle, toutes vos solutions, et on en a vu tout à l'heure, vous en avez un sacré paquet, étaient conformes à la réglementation au moment T. C'est une très bonne question et bien sûr, Google est conforme à la réglementation depuis plus d'1 an en fait. On se doit d'être précurseur sur ces sujets-là. Donc quand vous allez dans votre compte en fait Google, mon activité, etc., vous pouvez à la fois tout maîtriser, tout contrôler, tout supprimer. C'est totalement transparent. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Vous pouvez vraiment travailler dans l'univers, l'écosystème Google en sachant que vous êtes conforme. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, la moindre des choses quand on manipule comme nous, quand on est le garant d'autant de données clients, qu'on soit dès le départ dans les clous. Mais j'entends la question parce que je sais que ça peut être plus compliqué pour des acteurs qui ont des bases de données sur lesquelles ils ont moins la main et qui vont devoir se conformer à cette réglementation cette année. Ouais. Je me permets juste de préciser que nous aussi, chez Cogecom, en fait, nos outils sont compliant RGPD et qu'on accompagne aussi les entreprises sur la mise en place de RGPD, non seulement avec un audit, mais également avec des solutions qui sont proposées. Et puis une dernière distinction qui est l'e-privacy, qui est une filiale de la RGPD, enfin une filiale, en tout cas qui est une extension de la RGPD sur la publicité digitale, qui aujourd'hui est encore mise en discussion, parce que si on est jusqu'au boutiste, en fait, tout ce qui est notion de cookification. Alors en fait, le fait qu'on vous dépose un cookie ou le fait qu'on vous recible, si on va au bout de cette loi, devrait être sujet à un opt-in, c'est-à-dire que vous acceptez en fait, vous devez accepter de recevoir un ciblage publicitaire. Évidemment, si vous posez la question aux gens, ils vont vous répondre que non, même si ça leur apporte quand même de l'expérience utilisateur meilleure. Donc aujourd'hui, cette loi, elle n'est pas complètement encore mise en place. Elle devait être mise en place également le 25 mai, mais pour le coup, elle est encore reportée sur l'année 2018, puisque les éditeurs sont vent debout contre cette loi. Voilà.
qui sera encore en délibéré. Et donc, si vous avez des problématiques de RGPD, nous, on peut complètement vous accompagner là-dessus. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la RGPD, en 2 secondes, c'est vraiment 2 secondes. Je vois les gros yeux de Rebecca, dépêche-toi. Alors, je me dépêche. RGPD, c'est que toutes les données que vous avez, en fait, aujourd'hui, ne vous appartiennent plus. Elles appartiendront, en fait, effectivement aux utilisateurs. Et ça nécessite 3 actions. La première, c'est qu'ils aient le contrôle, en fait, sur les données qui sont les vôtres. La deuxième, c'est qu'ils puissent ne plus appartenir, en fait, et puis se désinscrire, en fait, de vos bases de données. Et la troisième, qui est de la portabilité, ça veut dire que les données que vous pouvez avoir sur votre client, vous soyez en mesure d'aller les transmettre à votre concurrent. Voilà, en schématisant. Donc ça veut dire que votre donnée ne vous appartient plus. La donnée que vous avez sur vos clients ne vous appartient plus, elle appartient effectivement aux utilisateurs et dès lors, ils ont le droit de l'utiliser, de la contrôler, de la porter et de la transférer. Il y a une question. Oui, c'est aussi un petit peu sur la GRPD, puisqu'en mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les 2 gros acteurs, Google et votre gros concurrent, normalement, j'imagine, vont communiquer. Donc, est-ce que vous, Google, vous allez communiquer sur le territoire français vos engagements de conformité de manière publique et pas en petit comité comme ça? Parce que j'imagine que c'est plus facile de dire que tout le monde est conforme. Là, je pense qu'on est plus sur la question de tout à l'heure. Est-ce que nous, dans notre domaine, on est bien conforme? Et c'est le cas. Ça a déjà été communiqué. Enfin, ça va de soi, en fait. Peut-être que je ne sais pas s'il y aura une nouvelle communication, si c'est sur le marché, probablement. Rebecca, tu me dis? Ouais. En fait, ce que veut dire Xavier, ce que veut dire Xavier, c'est qu'effectivement, depuis 1 an, Google est compliant, c'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent les données. Là, il n'y a pas de sujet là-dessus, vous le savez, mais que vous avez la possibilité de vous désengager. Et c'est le principe même de la RGPD. C'est pas le 25 mai, on va tous mourir. Vous inquiétez pas, le 26 mai, on sera là. L'écosystème de la publicité et de la data existera encore. Simplement, juste, par respect en fait des internautes, on leur laisse la possibilité de pouvoir s'inscrire, se désinscrire ou pouvoir ne plus être tracés, etc., etc. Donc en fait, en l'occurrence, vous avez des onglets de confidentialité aujourd'hui chez Google qui permettent de dire moi je veux plus que vous ayez des traces sur moi. Ça aujourd'hui ils sont dans les clous. Maintenant c'est à vous et à nous en tant que marque de transférer ce que Google a su faire, c'est-à-dire de laisser la possibilité à chacun de nos utilisateurs de pouvoir se désinscrire des bases de données et de plus être ciblés, etc. Oui, en 2 secondes. Que en 2 secondes, dans la GRPD, il y a quand même la nécessité de communiquer aux utilisateurs la facilité de désinscription et autres. Donc ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir une campagne de communication en B2C quasiment de Google auprès des internautes, ou est-ce que c'est les éditeurs de sites? Je crois qu'elle l'est déjà. Régulièrement, vous avez des alertes en fait sur google.com ou sur votre compte, etc., Gmail, en disant voilà, la donnée privée est notre priorité. Et si vous souhaitez régler cette confidentialité, vous avez la possibilité d'aller à tel endroit. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on dit à nos directeurs juridiques? On vous fait signer un petit avenant en vous faisant vous engager. C'est juste ça, en fait. C'est sûr que le plus ça va être un sujet chaud, le plus Google va communiquer dessus pour vous donner les outils pour pouvoir ensuite communiquer. Convaincre en interne. Okay. C'est dans notre intérêt de le faire. Tout à fait. Ok, merci. Et puis je pense qu'objectivement, pour être clair, les premières marques qui étaient visées, c'était les marques américaines en fait, de cette GDPR. Donc celles qui sont les plus à même d'être vraiment compliantes, c'est le GAFA. Oui, déjà aujourd'hui, vous avez la possibilité de sortir toutes vos données de Google et Google communique déjà dessus. Le fameux droit à l'oubli, etc. Dessus. Ouais. Merci pour toutes ces questions. Merci. Et si vous voulez parler RGPD, on est là aussi. Y a pas de souci. On peut prendre encore des questions pendant le cocktail dans 20 minutes. On a Bruno Duquesnoy qui est le directeur marketing et commercial d'Eiffage qui nous attend impatiemment pour parler de son expérience avec Cogekom. Et qui nous rejoint à distance parce qu'il n'a pas réussi. Il y a des problèmes de crue. Les trains entre Paris et Lille ne circulent pas. Donc, merci à tous. Merci Xavier. Merci beaucoup. Guénola, tu veux peut-être venir? On accueille Guénola Sopin, qui est commercial spécialisé dans l'immobilier, c'est ça? Tout à fait. Chez Cogekom. Bonjour, enchantée. Donc Guénola Sopin, oui, moi je travaille plus particulièrement en fait le secteur de l'immobilier chez Cogekom. Et on a trouvé intéressant en fait de vous présenter aujourd'hui des études de cas concrètes de campagne qu'on peut mettre en place avec nos clients. Et notamment pour le secteur de l'immobilier, c'est une étude de cas qu'on fait en collaboration avec Eiffage.
Voilà, donc ici, on va vous montrer en fait qu'on applique la méthodologie qui a été présentée auparavant par Jérôme dans le cadre de nos campagnes, et plus spécifiquement ici sur une campagne locale qui a été menée pour FH, donc qui était une campagne programme. Donc on sait que les enjeux en fait des promoteurs, ils sont pas nationaux en fait, mais principalement locaux. On est vraiment sur des campagnes, des problématiques en fait de programme, avec des campagnes qui ont des problématiques géolocalisées. Donc c'est vraiment une méthodologie qui s'applique aussi dans ce genre de cas. Voilà, donc ici on va retrouver en fait l'approche par cible. Donc la stratégie, elle va s'articuler, comme on le disait tout à l'heure, vraiment autour de l'expérience utilisateur. Donc on va commencer notre démarche en fait par segmenter l'audience. Donc on va retrouver effectivement toutes les cibles les plus héroïstes en fait à l'intérieur du cercle, pour aller chercher en fait de la prospection, ici de l'acquisition d'audience à l'extérieur du cercle. Donc on commencera par la stratégie la cible des incontournables. Donc pour l'immobilier, ça va être par exemple la base prospect en fait. Donc quand on est dans le cadre d'un lancement de programme, ça peut être la base prospect qui a été acquise sur la commercialisation de programmes qui ont eu lieu à proximité de celui qu'on lance actuellement. Voilà, donc c'est important d'aller réactiver ces bases de données, et on a vu qu'on pouvait le faire via différents leviers, dont Google. Voilà. Ensuite, on va avoir les intentionnistes. Donc ici, on va chercher à cibler l'audience de site ou l'audience de la page programme, en fait, de façon à les réactiver, à leur afficher surtout un message personnalisé qui va être, dans l'idée, un message un petit peu plus push, en fait, ou peut-être on va leur proposer une offre commerciale, en fait, ou en tout cas un argument qui va les inciter à venir convertir par une prise de contact. Alors les intentionnistes, ça va être aussi les personnes qui tapent des requêtes très intentionnistes, en fait, type acheter appartement à Paris, par exemple, où ici on va aller essayer de chercher les premières positions pour effectivement capter ce contact qui a priori a un projet très concret d'achat en ce moment. Voilà. Alors ensuite, on va arriver vers les cibles qui sont... on va élargir un petit peu le reach, on va aller chercher de l'audience tierce. Du coup, on va avoir les intéressés. Donc les intéressés qui sont les personnes qui, par leur comportement de navigation, vont montrer un intérêt pour l'achat d'un bien immobilier. Donc ça peut être sur le display des personnes qui, depuis 15 jours, 3 semaines, vont aller régulièrement sur des sites spécialisés immobiliers. Voilà, donc Google, par exemple, va créer un segment d'audience en fait, et va nous permettre d'envoyer des bannières ciblées à ces personnes-là, de façon à les amener déjà dans un premier temps à s'intéresser au programme, à visiter en fait la page programme, pour qu'ils puissent devenir ensuite des intentionnistes qu'on va les retargeter en fait, qu'on va aller essayer d'inciter à convertir en fait, à prendre contact vraiment avec le promoteur. Voilà. Et ensuite les indifférents. Donc les indifférents, c'est vrai qu'on peut penser que c'est un public un petit peu trop large, qui est moins intéressant à cibler. Alors au contraire, c'est des stratégies qui fonctionnent très bien en général. Donc sur les indifférents dans l'immobilier, on va être souvent sur des stratégies d'hyper-géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va cibler les personnes qui habitent vraiment à proximité du programme, donc qui n'ont pas forcément un projet d'achat immobilier, qui n'ont peut-être même pas pensé en fait, à acheter un appartement dans leur quartier, mais qui sont en tout cas habitants du quartier dans lequel on lance le programme, et à qui on va pousser en fait, la possibilité d'acheter dans le neuf et d'acheter sur ce programme qui est en cours de construction. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini toutes ces cibles, comme on le disait tout à l'heure, on va aller cibler ces personnes en fonction de leur intention auprès de la marque, avec des messages différenciés et surtout des pages de redirection différenciées. Donc, ce qui nous permet de le faire, c'est l'outil qu'on a développé en interne, dont vous a parlé Jérôme tout à l'heure, qui est la Cogebox, qui nous permet de démultiplier en fait, de manière assez rapide et facilitée les visuels et les landings. Donc autant vous dire que s'il fallait qu'on fasse ça manuellement, je pense qu'on aurait un budget créa qui serait 10 fois plus important que le budget de dépenses publicitaires. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui nous permet d'aller même sur des petites campagnes géolocalisées, appliquer cette méthodologie d'expérience utilisateur pour vraiment générer, on sait que c'est l'enjeu aussi dans la promotion immobilière, c'est de générer du contact de qualité en fait. Voilà, du contact de personnes qui ont vraiment un intérêt pour l'achat d'un appartement dans ce programme-là, qui puisse être ensuite retraité assez facilement par les commerciaux derrière. Voilà, donc des bilans qui sont très encourageants globalement dans l'immobilier. Donc on voit que pour cette étude de cas, on a
la campagne s'est avérée très héroïste en fait. On a eu un taux de conversion qui était de 11%, je crois, que c'est marqué dans la slide précédente. Voilà, donc 11,3% de conversion. Donc c'est plutôt un très bon résultat. Et on a réussi donc à générer 220 contacts qualifiés. Voilà, ce qui est plutôt très intéressant en fait dans le cadre d'une campagne hyper géolocalisée comme ça. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Bruno Duquesnoy, du coup, de FH, qui est présent avec nous en visio. Merci Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour tout le monde. Voilà, d'avoir pu vous connecter, c'était pas évident et on est bien désolé que vous puissiez pas être là physiquement en tout cas. Et moi. Donc je vous propose peut-être de témoigner un petit peu sur les performances de vos campagnes, des campagnes que vous menez avec nous et voilà. Bon, tout d'abord bonjour à tout le monde. Moi je suis directeur commercial des FH Immobilier Nord-Ouest. Ouais. Si le patron commercial des FH entendait que je me faisais passer pour le directeur commercial des FH, je ne serais pas content. La problématique qui était posée dans ce lancement commercial dans l'immobilier, c'était en effet de générer le plus rapidement possible dans une durée assez courte un nombre de contacts importants et du contact très qualifié. Derrière ça, donc on a contacté Cogecom et ce qui est vachement intéressant, l'un des premiers bénéfices que nous on a eu, c'est toute cette démarche de resegmentation de notre marché. Alors c'est en dehors du digital et ça nous a permis dans l'immobilier, on est quand même un secteur un petit peu, on est en train de beaucoup bouger quand même. Il y a beaucoup de digital, il y a beaucoup de 3D, des choses comme ça. Mais on reste encore avec des schémas où on vend à des investisseurs, où on vend à pour de l'habitation. Là, il a fallu qu'on se pose des questions sur quel discours on a vis-à-vis des intentionnistes, vis-à-vis des intéressés. Et donc, on a adapté d'abord notre discours. Ça, c'est une première chose. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a fait en une vitesse incroyable. C'est l'outil Cogebox permet d'avancer très rapidement, de faire des allers-retours et de mettre en œuvre une campagne. On est en train d'en mettre 2-3 en place. On va mettre même pas 10 jours pour les mettre en place, très clairement. C'est plutôt notre temps disponible qui nous fait ralentir. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc on a revu les messages. On parlait de résultats. Le résultat, il y a en effet 11% de taux de concrétisation. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on a fait 3,5 de taux de concrétisation, donc de réservation. Il faut savoir que dans l'immobilier, notre taux de concrétisation sur la demande, sur le lead, c'est 1,5-2% maximum sur le lead. C'est-à-dire on doit faire 100 contacts, 100 leads pour faire de réservation. Là, on est monté à 3 à 4. Donc plutôt bien, on va dire. Derrière ça, le projet il s'est super bien passé. Parce que très concrètement, ça c'est des chiffres concrets. On a fait 40 ventes en 3 semaines et 50 en un mois et demi. On n'avait jamais vu ça, on n'a pas eu le temps de faire des plaquettes, on n'a pas eu le temps de sortir les outils habituels, c'est-à-dire que plaquettes, panneaux, le digital et le travail qu'on a fait avec Cogecom, très concrètement, nous a permis d'accélérer notre commercialisation et surtout aussi de diminuer nos budgets. On est, je ne sais plus, là, je pense qu'on doit avoir des taux on doit être à 40 €, quelque chose comme ça, 40-45 € le coût au lead. C'est ça. On est plutôt sur les schémas que j'avais, moi, sur les modèles que j'avais, on était plutôt à 100-120 €. Donc, on a fait diviser par 2, par 3 coût au lead. Donc, changement de message, évolution de notre message. Au lieu de dire habiter ou investir, c'est devenir propriétaire, par exemple, c'est une petite chose. Donc on fait bouger les lignes, rapidité dans la mise en œuvre, le ROI, parce qu'aujourd'hui c'est important dans tous les métiers, il n'y a pas photo, il n'y a pas mieux. Et très clairement aujourd'hui Cogecom est devenu chez FH Immobilier Nord-Ouest le 3e pourvoyeur de contact en 2017
juste après se loger, trouver un logement neuf. Donc des plateformes qui sont déjà bien installées, sur lesquelles nous on est installés toute l'année. Ce qui montre aussi l'impact de la campagne. Donc on avait fait cette campagne sur Compiègne avec les résultats que vous voyez là, mais on en a fait 2 autres si je ne m'abuse. Et ces 3 campagnes ont amené Cogecom en 3e fournisseur de contact d'Eiffage Immobilier Nord-Ouest. Donc on a été très satisfait et on est très satisfait. Pour preuve, c'est qu'on va recommencer une campagne là derrière et on a planifié sur toute l'année, je pense que ça doit être 5-6 campagnes, enfin une petite dizaine de campagnes avec Cogecom. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce partenariat. Nous, c'était un essai qu'on faisait chez Eiffage. Moi, j'avais connu Cogecom dans le cadre d'un promoteur Nakara, on va dire un peu plus local, qui est national aujourd'hui. Là, on l'a voulu le développer et je pense que le groupe va développer, et j'espère que le groupe va développer des partenariats un peu plus forts. En tout cas, on suit avec impatience et nos patrons du web marketing au siège suivent avec beaucoup d'intérêt l'expérience qu'on est en train de mener avec Cogecom sur Eiffage Immobilier Nord-Ouest. Voilà, je ne sais pas après ce que je peux vous dire de plus. C'était parfait. Il y a peut-être des questions. Mais bon, vraiment, les quelques éléments à retenir, c'est une rapidité de mise en œuvre. En tout cas, ça a été vraiment des choses importantes. Le côté héroïste, l'évolution de notre discours et qui impacte aujourd'hui toutes nos campagnes web. Et la dernière chose, c'est l'A/B testing, enfin les choses qui peuvent évoluer, quoi, la souplesse de l'outil. On fait un point toutes les semaines, mais moi je peux aller sur l'outil pour changer les messages et tester d'autres choses, quoi. C'est du bonheur, quoi, comme dirait l'autre. Merci beaucoup Bruno, merci pour ce beau témoignage. Effectivement, on est allé jusqu'au bout de cette démarche de personnalisation de l'expérience utilisateur. Et voilà, à bientôt Bruno, merci pour ce gentil témoignage. Merci beaucoup. Et j'ai appelé Dorine, merci Guénola, et je te laisse la parole Dorine. Bonjour à tous, donc Dorine, la directrice commerciale chez Cogecom, et avec une spécialisation sur la banque et tout ce qui est tourisme, station de ski et autres. Donc aujourd'hui, on a décidé avec Chantal Bélanger, la directrice de la communication de la Caisse d'épargne Île-de-France, de vous faire part effectivement d'une étude de cas sur 2 campagnes finalement du crédit conso, mais à la fois sur la période d'avril et sur la période d'octobre qui nous ont permis de comprendre des choses et de faire des modifications nécessaires sur en tout cas la deuxième phase et en tirer des leçons à chaque fois pour aller plus loin. Voilà, donc j'ai pas voilà. Donc rapidement, je ne vais pas vous redire tout ce qu'on a pu dire jusque-là. Donc on est dans un secteur bancaire qui est un secteur où on ne peut pas... les bases de données sont complètement confidentielles. Donc voilà, ça fait partie autant de ciblages qu'il est difficile en tout cas d'aller chercher. Par contre, ils ont la notion de toujours aller chercher des nouvelles personnes pour générer plus de demandes sur des problématiques telles que le crédit, l'assurance, la banque privée et autres. Et donc, c'est d'aller chercher toutes les personnes qui ont exprimé un besoin et de leur montrer que vous avez, en tant qu'acteur, donc là, la Caisse d'épargne Île-de-France, une solution pour répondre à ce besoin-là. Et les indifférents, c'est là la notion de pouvoir aller chercher toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir contracter un crédit sur la zone et pour aller leur dire qu'effectivement, on peut les accompagner. Donc voilà, c'était tout le sujet. Le but, c'est effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'était plusieurs leviers à chaque fois pour atteindre la bonne cible et faire en sorte que le message qui leur soit adressé soit le plus cohérent par rapport à ce qu'ils ont besoin pour que ça puisse concrétiser quelque chose derrière.
Donc par rapport à l'expérience utilisateur, on revient toujours à la notion de pouvoir adapter les bannières qui seront diffusées avec le message qui les contiennent pour arriver sur une page de redirection qui est pour le coup le site du client où on avait essayé 2 types de pages. Il y avait une page contenant un simulateur et une page contenant l'offre en général. Et on a pu effectivement comparer les résultats et on s'est rendu compte on ne pouvait pas en écraser une, mais il y avait effectivement certains messages auprès de certaines personnes qui convertissaient beaucoup plus vers une page et un scénario qui était différent vers d'autres. Donc le tout, c'est de pouvoir effectivement réadapter ça en temps réel. Et tout le sujet est effectivement qu'une campagne au démarrage, l'échange qu'on a au début et l'échange qu'on a au niveau du bilan sont jamais... c'est pas égal parce que effectivement les curseurs ont bougé, parce que le comportement, les internautes ne font pas la même chose, on a des comportements qui évoluent et le tout, c'est d'évoluer avec. Donc voilà, après, en termes de bilan, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je peux te laisser la parole pour que tu puisses effectivement témoigner de tout ça. En termes de vues de publicité, effectivement, ce qui ont généré effectivement des visites et avec un taux de clic de 8,22% sur AdWords, ce qui est plutôt un taux de clic plutôt très intéressant, parce qu'en général, on est plutôt à entre 1 et 2%. Donc aujourd'hui, on a explosé les scores, parce que tout le reste a été mis en place et que c'est ça qui permet effectivement, à partir du moment où on intéresse avec le bon message et qu'on arrive sur la bonne page, on réduit les chances de se tromper, en tout cas. Donc Chantal, je te laisse un peu la parole sur on travaille ensemble depuis 3 ans, donc voir un petit peu, voilà. Oui, alors nous déjà, on est la Caisse d'épargne Île-de-France, donc on est sur la région Île-de-France. On n'est pas un site d'e-commerce, mais ça vous en doutez. On a 500 boutiques. Et donc, on travaille ensemble maintenant depuis 3-4 ans, je dirais. On avait l'habitude, effectivement, de faire des grosses campagnes de communication qui étaient plutôt des campagnes, on va dire, d'image, de notoriété, avec de l'affichage urbain. On avait fait des expériences aussi sur du display. Et en fait, à un moment donné, on a eu bien sûr des problématiques de ROI, c'est-à-dire que toutes les campagnes en fait, qu'on mettait en place, on avait parfois un petit peu de difficulté à évaluer leurs résultats, puisque en fait, dans les objectifs de campagne qu'on s'était fixés, on avait aussi de la création de trafic vers notre réseau, comme on peut également avoir des objectifs de conversion sur nos sites. Et là, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on se tourne vers une entreprise qui puisse nous accompagner sur ces projets et puis qui puisse nous aider à la fois à pouvoir mesurer beaucoup plus précisément en fait, les résultats. Et en fait, Cogecom nous a apporté beaucoup d'expertise dans ce domaine, puisqu'on connaissait bien sûr le digital, mais on avait quand même des connaissances et des compétences en interne, mais pas suffisamment pointues pour pouvoir partir tout seul sur des stratégies web qui soient en fait efficaces. Et l'avantage qu'on a eu avec Cogecom, c'est qu'en fait, ils nous ont aidés en fait, à clarifier nos objectifs de campagne. Ils nous ont aidés à bien identifier quelles étaient les cibles que l'on voulait atteindre. Et ensuite, le travail qu'ils ont fait, c'est nous dire comment on pouvait y parvenir, comment on pouvait rechercher en fait, nos clients ou nos prospects directement sur la toile. Et l'intérêt en fait, que soulevait Dorine, c'est que les canaux, c'est une chose, mais ça, j'ai envie de dire, c'est quelque part leur travail. Les canaux, ils utilisent un grand nombre de canaux de communication. On a cité le display, AdWords, Facebook, voilà. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir articuler en fait ces différents canaux, mais surtout en fonction des objectifs qu'on s'est assignés. Donc, l'optimisation en temps réel est très importante pour nous. Le fait qu'on puisse avoir des résultats quasi quotidiens et qui soient en mesure de nous dire, ben voilà, là, je pense qu'il va falloir qu'on arbitre parce que les résultats sont pas terribles sur ce canal-là. Voilà. Et tous ces éléments-là, c'est extrêmement important. Pour nous et puis pour ensuite pouvoir évaluer l'opération. Et le fait de travailler ensemble depuis un certain nombre d'années maintenant, on a des récurrences sur les dossiers. On travaille beaucoup sur les jeunes, on travaille beaucoup sur le crédit, l'assurance auto. Et cette récurrence nous a permis, en fait, au fur et à mesure des campagnes, eh bien, de tirer certains enseignements. Et le travail de Cogecom est aussi de nous faire des recommandations
pour les prochaines opérations, de manière à ce qu'on soit le plus efficient possible. Et je crois qu'au fur et à mesure des opérations, bon, les résultats sont en tout cas, répondent à ce qu'on... aux attentes, ça c'est une chose, mais on essaye d'être de plus en plus efficient parce que le budget, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Et je pense que la problématique que vous avez aussi, c'est que vos budgets, ils sont pas... en général, ils ne vont pas en augmentant, enfin, sauf si vous avez vraiment la chance d'être une entreprise qui le permet. En tout cas, nous, les budgets sont de plus en plus restreints, donc on se doit d'être beaucoup plus efficace et de plus en plus efficient sur nos opérations. Et Cogeco nous accompagne de manière très régulière et très efficace et fait preuve d'une grande réactivité. Je ne suis pas payée pour le dire. Voilà. Merci en tout cas. Hop, merci beaucoup en tout cas pour avoir assisté à cette matinée. Vous l'avez compris, chez Cogeco, on a vocation en fait à accompagner nos clients, à s'adapter aux problématiques, à essayer de développer tout le retour sur investissement et surtout de mettre en fait au cœur l'internaute et de comprendre en fait dans votre écosystème en quoi l'internaute peut venir jusque chez vous. Le deuxième sujet que je voulais évoquer rapidement, c'était vous dire que toutes les équipes, en fait, on a créé des équipes qui travaillent sous des silos particuliers, account manager, traffic manager, mais on a développé aussi des métiers nouveaux, ces métiers de concepteur-rédacteur. On a développé des innovations également, tout ce qui est Cogebox, Cogeshop, et c'est autant d'outils qu'on est prêt à mettre à votre disposition. Et le dernier point, pour terminer, et après une place au cocktail déjeunatoire, pour vous remercier en tout cas, si vous souhaitez qu'on vous fasse un audit gratuit de votre compte AdWords ou des actions qu'on pourrait vous mener, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, nous vous offrons un audit gratuit sur votre AdWords, ou au moins qu'on vous donne les 3-4 recommandations qu'on mettrait en place, votre AdWords, votre YouTube, votre display, etc., etc. Et puis mettre à disposition également notre cogestimateur qui permettrait de connaître en fait les volumes idéaux pour aller négocier à votre direction les budgets nécessaires pour être fort sur du web marketing. Enfin, je souhaite remercier vivement Rebecca pour son accueil ici au sein des locaux de Google France. Ça témoigne vraiment de ce partenariat et on va essayer d'aller encore plus loin dans ce partenariat, dans cette innovation. Merci pour cet accueil, merci pour ce beau lieu. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont pris des petites photos ici qui vont publier parce que c'est vraiment extraordinaire. Et merci pour tous ces échanges et ces témoignages. Merci à vous. Et juste avant le cocktail, je voudrais vous présenter tous les commerciaux Cogeco et le secteur, comme ça pendant le cocktail, si vous avez des questions, ou si vous voulez démarrer l'audit, vous savez à qui vous adresser. Dorine, on vient de se parler, vous avez vu Guénola, vous n'avez pas vu Julien Brère, qui est notre spécialiste au niveau du retail en particulier, Jessica qui est sur la partie e-commerce, qui est juste ici, Léa qui est également sur tout ce qui est banque, assurance mutuelle, et Victoria qui est notre Manitou de tout ça et que vous avez eu pour beaucoup au téléphone pour valider votre venue ici même. Et maintenant, ils vont vous faire un spectacle. C'est raté. Et je tiens à remercier également, très rapidement, je remercie juste Caroline et Anissa, notre service marketing, qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette journée. Bon appétit et on reste disponible pour cet événement. Rebecca, un mot de fin ? Bon appétit. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h30. Parfait. Le cocktail est servi. Merci beaucoup.